nous rejoindre comme tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'intéressant. Pour Télévivre aussi des métiers plutôt spécifiques, vous y êtes habitués depuis quelques mois. Ce soir, on vous offre un autre épisode de la télé d'ici spéciale. Spécial, ces métiers incontournables du cinéma qui opèrent dans l'ombre et qui vous permettent justement de réaliser cette belle magie sur grand écran, sur petit écran, mais également sur smartphone, sur phablette, sur tablette, enfin tous les supports désormais, puisque tout ceci est forcément démocratisé avec notamment la génération Z. On va s'intéresser à des métiers, peut-être pas tous les métiers, c'est clair, puisqu'il y en a toute une panoplie, mais en tout cas s'intéresser à des métiers clés dont on ne parle pas souvent, qu'on voit généralement dans les génériques fins écrits en tout petit, normalement tout petit. On n'a pas le temps de lire, d'ailleurs. À la limite, on n'en a que faire. On a vu le film, on l'a adoré. On a vu la série, on l'a adoré. C'est déjà suffisant pour le téléspectateur. Oh que non. Notre mission dans la télé ici, vous le savez depuis peu, c'est aussi de remettre maintenant sous les projecteurs ces personnages et ces métiers totalement incontournables. On l'a fait avec les musiciens, on va le poursuivre. Ce soir, on le fait avec des hommes du cinéma. Hommes et femmes, s'entend, naturellement. Gliss, ça va? Ça va très bien. Gliss, qui est actrice par ailleurs, actrice accidentelle. J'ai tourné dans un seul film, en fait. C'est vrai. Interprète. Tu travailles dans un call center, c'est ça? Non, je jouais mon propre rôle, j'étais animatrice. C'est ça. Interprète de Kadito. Ben écoute, ce soir, ton métier ne nous intéresse aucunement. Ah, pardon. Parce que j'estime que les acteurs et actrices sont un peu trop mis suffisamment... en valeur, oui, en orbite. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dernièrement. Pourtant, à la limite, ils font même pas le gros du job. Tu trouves? Ah oui, bien sûr. Tu as été dans le rôle d'un acteur, donc peut-être que tu sais de... Couper, on reprend, non, c'était pas bon cette fois. Allez, ça c'est bon, on rafistole et on donne l'impression que c'est très bon, c'était génial. Ah ouais? Oui, mais en fait, les plus importants dans cette affaire, les artisans, c'est ceux qui, justement, rafistolent, ceux qui s'assurent que Gliss, elle est belle à l'écran. Gliss, elle joue bien, mais en fait, elle n'a rien fait. C'est un peu les éminences grises, les gens derrière la caméra. C'est ça. Inké, ça va? Oui, ça va. Le cinéma, ça t'a pas encore visité, toi? Pas encore. Pas encore. Oui. Tu l'as pas visité, toi non plus? Non, moi non plus. D'accord. Ça risque d'arriver un jour? Oui. C'est possible, hein? C'est très possible. OK, très possible. Ouais. D'accord. Évidemment, en tant qu'acteur, j'imagine. Oui. Donc, tu ne nous intéresses aucunement. Voilà. Ce soir, ceux qui nous intéressent, ils sont trois. Merci à Joël Guaye d'être là. Merci à Luis Marquez. Merci également à Raymond Raipé. Et puis, une belle petite surprise en cours d'émission. On vous diffusera une petite vidéo de Abdoul Aziz Diallo qui n'a pas pu être là, qui lui est directeur de la photographie. Autrement appelé aussi chef opérateur, ça dépend. Quand on veut insister sur le volet artistique, on dit directeur de la photographie. Quand on veut insister sur l'aspect technique, on parle de chef opérateur. Il est incontournable puisqu'il intervient sur la plupart des grosses séries à succès que vous avez l'occasion de voir sur NCI, mais également sur d'autres médias relativement importants. Messieurs, avant de démarrer nos affaires, on a une petite météo. Elle nous en voudra si on n'en parle pas. Hein? Dans cette spéciale, elle a tenu aussi à faire sa météo. Elle aurait pu dire non, c'est une spéciale. Non, elle aussi, elle a besoin de se faire voir. Voyons voir ce qu'elle nous prévoit ce soir. Allons-y. Yes. Écoute, dans la météo de ce soir, on traverse une petite zone de turbulence sur le continent africain. C'est un appel à l'action pour la restitution de quelque chose d'assez spécial à peu près un mois après la proclamation de l'esclavage comme le plus grand crime contre l'humanité par l'ONU. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Correct the Map. Alors, Correct the Map, c'est une action qui a été portée par une ONG, Speak Up for Africa. Voilà, donc c'est un appel à l'action. Et j'aurais pu vous expliquer, mais quelqu'un l'a fait en vidéo, alors on va regarder tout ça. Fois plus grand. Selon les associations, ces distorsions visuelles peuvent influencer la manière dont on perçoit le continent. Le 14 août, l'Union africaine et ses 55 États membres ont officiellement soutenu la campagne. Une pétition a aussi été lancée, demandant à l'ONU et à la BBC d'adopter plutôt cette projection pour établir une nouvelle norme et encourager d'autres à suivre l'exemple. Et pour s'en rendre compte par soi-même, il existe des outils en ligne qui permettent de comparer les vraies tailles des pays.
Alors, certaines personnes pourraient dire qu'en fait, cette projection de la carte Mercator ne fait pas perdre un véritable territoire réel à l'Afrique, mais elle perd en perception. Donc, en fait, la conséquence de tout ceci, c'est que l'Afrique paraît plus petite. Ça crée un impact psychologique, donc image affaiblie dans l'éducation, dans la vision, la perception de tout le monde. Il y a un narratif biaisé, c'est-à-dire que l'Afrique est vue comme secondaire. Il y a un déséquilibre symbolique et géopolitique. Puis, il y a une sous-valorisation de son potentiel, un frein à la valorisation des richesses du potentiel. Il était important donc pour les Africains de restituer, de corriger tout ceci. Et donc, c'est le ministre togolais des Affaires étrangères qui était à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, qui a pris la parole au nom de l'Union africaine. Donc, le Togo a été assermenté pour régler ce problème-là. Et donc, on va regarder un petit peu son intervention, justement, en septembre dernier. Le Togo appelle à corriger la représentation de l'Afrique sur la carte du monde. Avec la campagne que nous demandons aux Nations unies de soutenir. Le nom de cette campagne, c'est Correct the Map. Il faut décoloniser la géographie. Il faut une nouvelle carte politique de l'Afrique. Et donc, Robert Jussé va donc présenter ce projet de résolution de nouvelles cartes à l'ONU en septembre prochain. Il explique notamment que voilà, cette nouvelle carte permettra de révéler le vrai visage de l'Afrique. Et on est super impatients de voir cette nouvelle carte-là. Demain, il fera un très beau temps. J'ai 3 citations pour vous, mais je ne sais pas trop laquelle donner. Allons-y, on va voir. On procède par élimination. On dit on ne joue pas dame avec quelqu'un qui place carreau. Ça, c'est un point. OK. On joue pas dame avec quelqu'un qui place carreau. OK. C'est pas tous ceux qui montent dans le bar d'Adjamé qui arrivent à Adjamé. C'est vrai. OK. Il y en a qui descendent sur la route. La C'est vrai, vie, oui, la tout à deux. fait. Comment on dit là? Serré, non? Après, ça descend. Sabra. Sabra. C'est pas parce que tu as beaucoup de larmes qu'il faut que tu ailles pleurer dans tous les funérailles. D'accord. Bon, c'est recevable. Merci beaucoup, Gliss, pour cette information et ces 3 citations. Voilà, la météo à retrouver, il faut l'appeler tous les jours dans la télé d'ici, du lundi au jeudi. Et évidemment, avec notre chère Madame Taglao. Tagua. Madame Tagua, qui brille de 1000 feux depuis peu. Enfin, depuis quelques semaines, mois. Moi. On fera le décompte après. C'est pas trop notre affaire en vérité. On parlait cinéma, métier de l'ombre. On a Joël Gbaye qui faut l'appeler scénariste script, auteur notamment de cet ouvrage-là, script cinéma et télévision. Voilà. Plutôt technique hein, comme métier. Oui. Moi, j'ai feuilleté, il y a beaucoup de codes, enfin, d'annotation. Ça donne parfois mal à la tête. Oui. C'est bien la preuve que c'est un métier qu'il faut apprendre. Voilà. On ne devient pas script, on ne naît pas script, comme on naîtrait, par exemple, bon chanteur. Aux côtés de Joël, on a Luis Marquez, qui, je pense, du contingent est peut-être le plus connu dans la télé d'ici. Hein, voilà. C'est un habitué de la maison, finalement. Luis Marquez, réalisateur, producteur, scénariste. Tu connais très bien pour avoir tourné sous acteur, bon, beaucoup de choses. Et ce soir, en vertu de notre pouvoir discrétionnaire, on a décidé de balayer du revers de la main toutes ces fonctions-là, tous ces métiers, pour nous concentrer sur peut-être 2 fonctions parmi tant d'autres. Déjà, c'est le directeur d'acteur, le directeur de casting. Parce que pour que Gliss apparaisse dans une série, dans un film, je suppose qu'il y a une étape préliminaire. Oui. C'est laquelle étape? Le casting. Le casting. Les essais. Ouais. Dans le cas de quelqu'un comme Gliss, on ne fait pas un casting général, on fait des essais. Ah, c'est des essais. Pourquoi C'est quoi la différence entre casting et essai? C'est quoi la différence? C'est parce que... Casting, c'est général. Tu lances un casting au tout venant, entre guillemets, dans le milieu, des gens qui correspondent à tel et tel critère. Et donc, tu ne sais pas à qui tu vas venir voir. Dans le cas de Gliss, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a vu, qu'on apprécie, qu'on a choisi. Et donc, on veut voir, est-ce qu'elle peut correspondre au rôle auquel on la destine et est-ce que ça marche avec les autres comédiens qui sont déjà choisis éventuellement, avec qui elle pourrait interagir dans le film. Donc, Chèque n'a pas fait de casting, il a fait un essai. Il a fait des essais. Voilà. Absolument. Et quand ça ne marche pas. Non, quand ça marche, on passe à une autre étape. Qui, à ce moment-là, on fait du coaching. Du coaching. Hein, comme on avait fait avec toi, d'ailleurs. C'est cela. Ouais. On s'entraîne, on fait un peu des répétitions, comme on dirait au théâtre. Ouais. C'est un petit peu la même chose. Et après, on va diriger pendant le film lui-même. D'où la notion de direction d'acteur. Absolument. Voilà, donc casting, essai, direction d'acteur. On a une belle définition, je pense qu'on plante parfaitement le décor. Dans le cas d'Nketouké, on ne sait pas si ce sera un essai ou truc, on ne sait pas pour l'instant. Si, ce sera un essai. On ne sait pas encore pour l'instant. Si. Ce sera un essai, c'est sûr, il est déjà connu, on le connaît déjà. Est-ce que c'est possible de voir quelqu'un et de savoir tout de suite quel rôle la personne peut jouer?
Oui, et même mieux, on choisit au départ, avant de faire les essais, la personne parce qu'on pense déjà au départ qu'elle serait bien. Moi, je peux jouer quoi comme rôle Tu peux jouer plein de choses. C'est vrai? Plein. Une méchante, je peux? Aussi bien qu'une gentille, Ouais. et surtout autre chose que toi-même. Je pense que tu as assez de recul par rapport à ta profession pour pouvoir jouer autre chose que toi-même. Est-ce qu'on soumet tous les acteurs, même des acteurs de renom, à des essais systématiquement pour toutes les prods? Nous, oui. Oui, parce que... On a Denzel Washington, on a besoin d'un mec qui serait un agent infiltré. Est-ce qu'on a besoin de faire encore un essai? Bah, écoute, a priori, on le ferait quand même parce que ça ne veut pas dire... Denzel est merveilleux, Denzel, on sait de son talent, etc. Mais est-ce que ça marche avec Raymond? Peut-être pas. Peut-être que les deux ne s'entendent pas. Donc c'est un passage obligé. Ah, c'est un passage obligé. Belle transition, on va parler avec Raymond également. Raymond est premier assistant réalisateur avant d'arriver... Alors, pourquoi premier? Pourquoi pas réalisateur tout court? Pourquoi pas deuxième? Non, premier assistant. Moi, j'ai par exemple en régie, là, tout de suite, pendant la réalisation de cette émission, on a un réalisateur et on a un assistant réalisateur. Jamais dans le générique, on a mentionné premier, deuxième, quatrième, cinquième. Pourquoi au cinéma, on parle de premier assistant? On parle de premier assistant au cinéma parce que c'est quelqu'un qui a fait un parcours. C'est lui qui gère le plateau, c'est le patron du plateau, c'est le patron de la gestion du tournage. Donc, quand tu vas faire ce parcours et tu arrives à cette étape, on t'appelle premier assistant réalisateur parce que tu as un cadre. Tu peux être premier assistant toute ta vie. Ah, toute la vie. Oui. On n'est pas premier assistant réalisateur pour passer réalisateur. Non. Et ce n'est pas dévalorisant, donc? Non, ça ne veut pas dire que c'est un adjoint, enfin, pas un adjoint, c'est pas un subalterne ou quoi que ce soit. En réalité, Ouais. ce n'est pas... Il y a une différence entre l'assistant du réalisateur et le l'assistant premier réalisateur. assistant. D'accord, très bien. L'assistant du réalisateur peut être son assistant personnel, Son quelqu'un qui a ses secrétaire, soins, exactement. Mais l'assistant réalisateur, il est au service du film. On Il est parle, l'organisateur. mais justement, avec le premier assistant réalisateur, il est beaucoup question dans le milieu de découpage technique. C'est quoi le découpage technique? En réalité, le découpage technique fait plus partie du travail du réalisateur, mais il est assisté par son assistant. L'assistant, ce qu'il fait principalement, c'est le dépouillement. C'est-à-dire, M. Louis a son scénario. La première Non, il n'a pas. C'est Joël qui a son scénario. Ce soir, c'est lui le scénariste. Je parle du producteur en réalité. Ah d'accord. Bon, le producteur, il a son agent, il a discuté avec le scénariste et Exactement, tout est ils se bon, sont il rencontre. entendus. OK. Mais allez, on va resituer dans le contexte. On va considérer que le scénario émane du scénariste, celui qui a écrit l'histoire, c'est ça? D'accord. Pour simplifier, c'est D'accord. ça? Le scénario, c'est l'histoire. En réalité, c'est ça. Très bien. C'est l'histoire. En réalité, celui qui contacte le premier assistant, c'est le producteur ou le réalisateur. Le producteur le contacte pour dire « Je viens d'avoir mon scénario, je veux que tu dépouilles ça et que tu me fasses un plan de travail idéal, plan de travail zéro qui me permettra de savoir pendant combien de temps je peux tourner ce film. » Ça lui permet d'ajuster son devis, de savoir exactement combien de temps tel comédien qui vient de l'extérieur, par exemple, fera dans le film, ainsi de suite. Et tout Donc, le premier assistant réalisateur est capable de dire, à la lecture d'un scénario, d'une histoire complète, qu'il s'agisse d'un long métrage ou d'une série, de dire ce tournage va prendre 2 mois ou va prendre 3 mois. Exactement. Le premier assistant, quand il prend un scénario, quand il lit, il peut te dire exactement pendant tel nombre de semaines, on peut faire ce film. Maintenant, après, comme vous savez, chez nous, les producteurs n'ont jamais les sous. Ils te disent non. Il n'y a pas de budget. Tu as dit 6 semaines, mais moi, je veux ça en Moi, 1 je veux ça en 1 mois. Donc, C'est pour ça que souvent, on a des films avec des qualités souvent discutables aussi. Exact, Parce ça. qu'il faut faire des sacrifices. C'est ça. Avant d'en venir à cela, il faut bien qu'une histoire ait été écrite. Tout à fait. Et ça, c'est l'affaire notamment de Joël Boyer, qui lui est scénariste. Scénariste, oui. Un scénariste, on est d'accord que c'est un fou. Tout à fait, oui. C'est un mec, en fait, qui n'est pas limité comme nous autres. Oui. C'est un gars qui peut s'imaginer plein de choses. Oui, il s'imagine beaucoup de choses, Ouais. mais en même temps, il s'appuie sur une certaine technique parce qu'il ne faudrait pas que tout ce qu'il imagine ne puisse pas être réalisable. OK. C'est-à-dire que le mec, il veut un Jack Bauer sur un porte-avions en haute mer. Il veut le faire en Côte d'Ivoire, ici, avec un budget de 5 millions. Le scénariste doit pouvoir lui dire ça, c'est pas C'est possible. pas possible. OK. C'est pas Il possible. va monter sur une pirogue, il Ouais. va faire la même chose. Il va ajuster. Il va ajuster l'histoire. Voilà. Pour écrire un scénario, j'imagine qu'il y a des codes universels. Ou non. Est-ce qu'il y a des codes? Il faut juste être bon penseur, un rêveur. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus... et le code, c'est beaucoup plus la technique pour le transmettre dans la dramaturgie. Voilà, la façon d'écrire, la façon de transmettre des dialogues. Et pour l'effet poétique, c'est tout ça. Ben, donc, il y a forcément des codes universels, Oui. hein, Louis? Alors, universel. Oui, parce que si moi, je sais écrire, est-ce que je peux prétendre, moi, être un scénariste? Si je sais écrire une histoire et... Enfin, je sais pas.
non? C'est assez compliqué en réalité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas. S'il y avait une formule magique, on l'appliquerait tous et on ferait des succès à chaque fois. Donc la formule magique, déjà, il faut le savoir, ça n'existe pas. Maintenant, il y a des techniques qu'on va utiliser, puis il y a quand même des moments où tu veux que ton film, il y a un moment de suspense, il y a un moment où tu crois que tout est foutu et puis tout d'un coup on va y arriver. Donc il y a comme ça des moments clés importants selon le type de film que tu fais. Et ça, en tant que scénariste, tu l'apprends. Si tu écris comme ça de but en blanc ton histoire, elle n'a pas de structure. Mais c'est justement quoi le point de départ pour la rédaction d'un scénario? Je sais qu'il y a beaucoup qui s'inspirent de romans à succès et tout, d'histoires populaires, ainsi de suite. Mais supposons qu'il n'y a pas tout ça, c'est quoi le point de départ? Bon, pour un scénario, tu peux répondre toi. Ouais, il y a d'abord, il y a l'arc généalogique qu'il faut faire de l'histoire. C'est de la construire. Tu as le roman, maintenant comment tu l'adaptes de façon dramaturgique, c'est de le repenser, entièrement et en faire d'abord sortir, c'est le mot qui m'échappe, la Bible. La Bible, oui, d'accord, Voilà. la fameuse Bible. Sans la Bible, tu ne peux pas écrire du tout. Rien à voir avec la Bible qu'on connaît? Ah non. La Bible, en vérité, c'est là qu'on sait quel personnage doit camper, quelle est son histoire et tout. D'où il vient et tout. En fait, ça veut dire que vous vous inspirez toujours d'un livre? Non, Pas nécessairement. non, pas du tout. Non, parce que mon point, c'était ça. Ah oui, Supposons qu'il y a dès zéro. l'origine. Bah oui, comment ça commence? S'il n'y a rien, on n'a pas de d'abord blanche? par une. Soit tu as une intuition. Alors, il y a deux types de films. Il y a des films que tu veux faire qui sont des films parce que tu veux faire comme Les Trois Lascars. On va faire une comédie romantique. On a envie de s'amuser. On a envie de faire quelque chose de festif. Donc, on va chercher ça. Il y a d'autres films qui sont plus engagés, des films un peu plus coup de poing. C'est des choses qui t'ont heurté, toi, comme artiste dans ta vie. Tu es choqué. Les fameux par films une d'auteur, situation. c'est ça? Film d'auteur, voilà, que tu vas exprimer de différentes façons. Mais c'est un cri du cœur, en fait. C'est quelque chose que tu as en toi et tu as besoin de le sortir parce que cette situation-là te choque. Tu vois, et donc, tu ne peux pas dormir. D'accord, on est d'accord. Sauf que, Ouais. étant donné que c'est un film qui ne va durer que 90 minutes pour un roman qui est aussi volumineux, la question de Glisse, c'est de savoir qui décide que la première scène du film, ça sera un monsieur avec un chapeau de cow-boy, C'est ça. avec un cigare, et puis qui siffle, quoi, façon Ennio Morricone. Le scénariste qui propose, mais le scénariste, faut penser qu'au cinéma, je parle du cinéma, le cinéma long métrage. C'est ça, les c'est séries, ça. C'est un autre cas. C'est ça. Mais le cinéma, on ne travaille jamais tout seul. Le scénariste propose des choses, mais il y a un producteur qui va donner son avis, il y a un réalisateur, si ce n'est pas la même personne que le scénariste qui va donner son avis. À la fin, on s'entend pour dire la première image du film, la première scène, on est tous d'accord que la meilleure option de tout ce qu'on a vu, c'est celle-là. Très bien. Donc c'est des choix collectifs. On a compris. Donc le scénariste, c'est celui qui va proposer l'histoire, en discuter avec l'équipe et tout. Une fois qu'on est d'accord, on y va. Ouais. Alors, Joël n'est pas que scénariste, il est aussi script, Tout à fait. avec un E à la fin, Ouais, et non sans E. Je voulais demander pourquoi. Oui, il y a un E. toujours un E? Oui, il y a toujours un E. Toujours un Un script, mais avec un E. Oui. C'est quoi le job du script? Il me semble que c'est un rôle qui est central. Primordial, oui. On l'a à la télé également, hein, pour info. Oui, Ouais. tout à fait. Le script, il intervient sur la fabrication du film, c'est-à-dire pendant le tournage. Et c'est le monsieur qui connaît le scénario, qui connaît la fin du film, qui l'ingurgite, qui le connaît entièrement. Et sur le plateau, lui, il veille à la cohérence de cette histoire, de l'histoire qui est en train de tourner. Et en même temps, il traque les erreurs. Il veille à ce que, quand on tournera, on ait moins d'erreurs, de sorte que pendant le montage, tout soit nickel. Je pense que le point clé est touché, les erreurs. Parce qu'effectivement, il y a des scènes, j'essaie de traduire en français facile pour les téléspectateurs aussi. Généralement, quand on joue, on va jouer une première scène où il y a un acteur qui boit un jus d'orange. Oui, Il prend 2 gorgées, il dépose le verre. oui. On coupe, et puis pour une raison ou une autre, on ne peut pas poursuivre le tournage, il faut reprendre le lendemain. Oui. Quand on reprend le lendemain, le niveau du jus d'orange doit être à la même... on doit avoir le même niveau que la veille. Tout à fait. Sauf qu'il y a certaines erreurs dans certains tournages où on revient avec le verre qui est plein alors qu'il était censé avoir bu. Et le job du script, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur. Oui, ça fait pas. Alors, Joël disait tout à l'heure, c'est de veiller à ce qu'il y ait moins d'erreurs. Est-ce à dire qu'une production engendre ou suppose toujours des erreurs? Oui, et il peut y avoir facilement des erreurs pendant un tournage parce que nous, les assistants, on ne programme pas le scénario dans l'ordre chronologique de l'histoire. Voilà. Je peux programmer le premier jour de l'histoire dans 5 jours et aujourd'hui, je programme le 10e jour. Donc, je mélange tout parce que moi, je programme dans le sens où la production fasse des économies pour que ce que la production a comme finance arrive à En gérer fonction de la la disponibilité, production. par exemple, du plateau. Exactement. Le Pause. plateau, il y a tellement de contraintes. Ah oui. Pause. Vous êtes en train de dire que dans le film qui dure 90 minutes,
on a au moins 5 scènes qui se déroulent dans un bureau au plateau. Vous, en tant que premier assistant réalisateur, vous allez concentrer toutes ces scènes-là en une journée ou une après-midi. Et comme ça, quand on a fini de tourner, on plie bagage et on part, on ne revient plus. C'est ça. Mais ça n'obéit pas à la chronologie normale du film. Exactement. Ça, on a compris. Exactement. Nous, on a une chronologie ici, c'est qu'à un moment précis, il faut qu'on aille à la pub et qu'on revienne. C'est pas comme au cinéma. À tout de suite. Si ça vous dit de savoir ce qui se passe derrière les caméras, qui sont les artisans des belles productions sur grand écran, également sur petit écran, eh bien, restez avec nous pour cette spéciale de la télé d'ici. On est avec Joël Gbaye. Il est scénariste script. Il a intervenu notamment, et je vais peut-être me faire fort de rappeler comme ça, pêle-mêle, je vais mitrailler. Deuxième script sur le long métrage Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi en France. Le futur est à nous, saison 1 et saison 2, en série. Marabout Chéri de Luis Marquez, justement, et Kadi Touré. En télé, Le Bachelor, 4 mariages pour une lune de miel, Burger Quiz, The Voice Afrique francophone d'édition spéciale Côte d'Ivoire, on s'éclate. Et puis ouais, en tant que scénariste aussi, on est où là? Gag Ivoire, série Sicobois, série Faut pas fâcher. Enfin, je m'arrête là, faut pas que je m'essouffle pour autant. On est également avec Luis Marquez, à qui on ne va pas demander ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, on sait que Les Trois Lascars, il en est le réalisateur. Ça et Les revient Trois bientôt, Lascars... hein. Producteur, voilà, justement. Et d'ailleurs, le 2 de Trois Lascars, c'est ça, c'est en salle bientôt. Ça arrive le 15 mai. 15 mai, 15 d'accord. mai, on s'apprête en force. On vous invite tous, à partir du 15 mai, à venir voir Les Trois Lascars 2. Justement, se poser la question, comment on arrive à créer un 2 en se disant qu'en fait, le 1, bon, on a bouclé l'histoire et puis on avance, quoi. Ça, c'est la folie du scénariste. C'est la folie du scénariste et surtout, c'est le succès du 1, pour ne rien te cacher. C'est-à-dire que tellement ça a marché, on n'avait pas prévu de faire une suite a priori. C'est vrai. Quand ça marche tellement, les gens réclament, les partenaires, tout le monde réclame. C'est ça. Les distributeurs. Et donc, il faut que le scénariste fabrique une suite. Il fallait inventer une bonne histoire. Et on a mis le temps, comme on ne voulait pas faire du n'importe quoi. On voulait que le 2 soit aussi bien ou mieux que le 1, on a mis le temps. C'est très risqué des fois aussi quand un film a marché en premier volet, qu'il y a un second volet, en fait, on attend beaucoup de... C'est ça. Extrêmement risqué. Rares sont les cas où les suites ont mieux marché que les originaux. C'est vrai. Il y a des cas, il y en a, et on espère en faire partie. En tout cas, on vous le souhaite, pour en tout l'Afrique, cas. on aimerait être les premiers. C'est ça. Mais c'est très C'est très rare. On est également avec Raymond Aïpé, il faut le rappeler, qui est premier assistant réalisateur et qui est intervenu notamment sur Black Tea de Abderrahmane Sissako, sur Twist à Bamako de Robert Guédi-Guian, pour info, dans Moganga également, celui qui soigne, de Marie-Hélène Roux, Jusqu'au bout, tourné à Abidjan de Yasset Ounsou. Un pas en avant, les dessous de la corruption, voilà, sur Orage africain, également tourné au Bénin. 2 productions signées Sylvestre Amoussou. Et puis, on n'oubliera pas évidemment Vif Argent de Stéphane Battu. Il y a aussi Orias, tiens. Orias de Pablo César et non Pablo Escobar. Bon, oui, on reste dans... On reste dans notre petit périple pour essayer de comprendre un peu ce métier de l'ombre qui fabrique finalement la magie de ce 7e art-là. On a parlé du script, donc c'est celui qui va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur, enfin le moins d'erreurs possible, voilà, une œuvre humaine n'étant aucunement parfaite. Le premier assistant réel, on a compris, c'est vraiment le véritable interlocuteur du producteur, c'est lui qui va réfléchir au temps de la production, faire peut-être des sacrifices pour essayer d'obtenir un résultat plutôt acceptable en fonction du budget qu'on lui aura mis à disposition. D'ailleurs, est-ce que les réalisateurs, pour la plupart, ils mettent beaucoup d'argent ici, non? Non, en réalité, le premier assistant, c'est l'interlocuteur principal de tout le monde. Ah, de tout le monde. Il est l'assistant du réalisateur, parce que le réalisateur a une vision artistique qu'il veut mettre en place. Donc, le premier assistant lui prépare le terrain. Et tous les départements, il dialogue avec tous les départements pour savoir, OK, telle scène, comment vous pensez le faire, comment... Il organise ça. Et quand le réalisateur arrive, c'est plus facile pour lui de mettre vraiment en place son dispositif. Il y a aussi les maquilleurs, tiens.
Luis? Absolument. Ouais. Maquilleur, ça on connaît un petit peu. Il y a les maquilleurs, il y a les coiffeurs, ou coiffeuses, maquilleuses. Mais il y a des métiers encore bien plus secrets. Il y a les étalonneurs. Qui a jamais entendu parler des étalonneurs? Bien sûr, ceux qui changent les teintes, les couleurs Qui font des... que toute la voix. Bien sûr, pour toi qui es dans le métier, mais pour notre public, c'est pas évident. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a tourné plein de séquences dans plein d'endroits différents, et les couleurs, elles sont pas pareilles. La lumière du jour n'est pas la même. Pourtant, c'est supposé être le même jour. Ben, il y a des gars dont le travail, c'est de nettoyer, d'arranger que toutes les lumières du film soient cohérentes les unes avec les autres, quand on va passer dans la nuit, quand on va passer au jour, etc. Étalonneur, c'est un magnifique métier méconnu. Voilà. J'adore beaucoup Luis quand il me parle d'étalonneur. En fait, il a lu dans ma pensée, puisqu'on en vient aussi à un point, ou du moins une fonction, un métier qui est finalement incontournable dans toute production. Il va écrire son affaire, il va veiller à ce qu'il y ait moins d'erreurs. Luis va assurer l'orchestration globale. Le premier assistant réel va parler à tout le monde, va faire toutes les réductions, tout ce qu'il y a à faire. Il faut que visuellement, ça donne quelque chose. Il faut qu'on choisisse le matériel qu'il faut et tout ça. On a le directeur technique, mais on a un rôle qui est central, c'est celui de chef opérateur, qu'on appelle par ailleurs directeur de la photographie. Et l'un des directeurs de la photographie incontournable sur la place sous-régionale, puisqu'on parle des Trois Lascars, eh bien c'est lui qui est le directeur photo des Trois Lascars notamment. Il a travaillé sur 58 productions à ce jour. C'est Abdoul Aziz Diallo qui n'est pas avec nous physiquement en plateau, mais qui a tenu à nous passer ce message. On lui a posé juste 3 petites questions. C'est quoi le rôle justement d'Abdoul Aziz Diallo sur un tournage, comment il utilise justement la lumière pour créer la magie en définitive, et c'est quoi pour lui une belle image. Ça dure 3 minutes, mais je pense que ça vaut le détour. Je suis Abdoul Aziz Diallo, je suis directeur de la photographie Ibao Burkinabé, résident à Abidjan, et je travaille dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel sur des séries télé, sur des fictions, longs métrages, concours métrages, sur des documentaires et quelquefois sur des publicités. Un directeur de la photographie, c'est le responsable de l'esthétique de l'image d'un film. En gros, c'est le chef de l'image. C'est celui qui, sur la base d'un scénario, avec la collaboration qu'il aura avec le réalisateur, doit transmettre de manière parfaite et de manière puissante les émotions qui ont essayé d'être décrites dans le scénario. Moi, mon rôle, c'est un rôle de chef d'équipe. Dans la partie pré-production, j'entre dans la partie pré-production pour, comme ça l'indique, pour préparer le tournage, mais de mon côté, d'un côté technique, de lecture du scénario, découpage technique avec le réalisateur, choix du matériel, repérage. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je vais faire dans la partie pré-production pour préparer vraiment le tournage du point de vue technique d'un film. Ensuite, dans la partie tournage, je vais diriger des équipes caméra, éclairagistes et machinerie pour faire des mouvements de caméra, pour illuminer les scènes, pour éclairer les personnages, pour rendre au fait en image ce qui a été écrit dans le scénario. Il faut savoir que comment la lumière, c'est vraiment mon scénario visuel. Parce qu'à chaque fois que je lis un scénario, je le lis de mon imagination est très loin. Mon imagination est déjà sur les décors, mon imagination est déjà sur nos techniques d'éclairage des personnages pour rendre concrètement vivante la scène. Donc pour moi, j'utilise différentes techniques. Dans ces techniques, je peux vous citer genre 3 que j'aime beaucoup. Soit je vais utiliser le clair-obscur pour essayer de donner de la tension à la scène, soit je vais utiliser des lumières douces pour essayer voilà, de filmer des choses intimistes, soit je vais utiliser une lumière en contre-jour voilà, pour essayer de montrer un peu des scènes de rêve. Voilà. Connaissant pour moi une belle image, je n'ai pas besoin que ce soit une image en 4K, en 8K, en 12K. Pour moi, une belle image, c'est une image, je parle d'elle. C'est l'image qui puisse se faire, c'est ça. Parce que le but de notre métier, c'est de faire des images qui vont toucher ici. Et si tu filmes une scène, par exemple, qui doit faire pitié, qui doit faire pleurer, et tu es dans la salle de cinéma, tout le monde est en train de rigoler. Pour moi, on est d'accord. Si tout le monde doit rire, là, ils ont peur. Le travail est complètement foiré. Ouais. Puisqu'on parle des profils méconnus, des bons directeurs de la photographie, est-ce que ça court la rue dans notre contexte sous-régional? Non.
C'est la denrée la plus rare, même, on va dire, du cinéma actuellement. Parce que pour créer un chef opérateur, c'est pas du jour au lendemain. Il sort pas de l'école, il est chef opérateur. Il y a toute une part d'apprentissage sur le terrain. C'est très, très délicat. C'est très subtil, hein, les choix de lumière, comment vous allez éclairer tel ou tel, comment vous comprenez une On est au scène. confluent de la technique et de l'artistique. Et de l'art. C'est D'accord. pour ça que ils sont rares. Il faut beaucoup de temps pour former un chef-op. C'est pas un gars qui sort de l'école. C'est après 3 méconnu ans. aussi, donc du coup, il y a peu de personnes intéressées par cette... C'est vrai. Et généralement, c'est des gens qui sont déjà intéressés par l'image, les photographes, les caméramans, qui aiment tellement la chose qu'ils voudraient faire mieux encore. Comment je pourrais faire mieux ? Et généralement, souvent, c'est des gens qui ont déjà cette passion de l'image au départ et qui vont aller progressivement pour devenir chef opérateur. Donc on en manque. Pour répondre à ta question, on en je manque pense d'ailleurs qu'aux Oscars, il y a une distinction dédiée exclusivement au directeur de la photographie. Ah oui. Parce que C'est central. énorme, C'est central. ouais. On va à la pub. Raymond qui s'impatiente, qui veut intervenir, il va intervenir. Je pense qu'il a quelque chose qu'il tient absolument à partager. Ce sera juste après cette autre rade publicitaire. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de cette spéciale acteur de l'ombre, toujours avec Joël Gbaye, auteur de ce manuel pédagogique consacré au métier de scénariste et de script, qui comporte d'ailleurs des pages parfois très techniques, notamment ce tableau qui ressemble à un tableau Excel. Voilà. C'est un rapport image. Intitulé un rapport image, voilà. Il y a des choses vertes dedans, des choses oranges, il y a du rouge, écrit en tout petit, et lui seul comprend son affaire. Mais il y a surtout ce qu'on appelle les time codes. Tout à fait, oui. Time code, c'est des secondes, à la seconde près. À la seconde près. Voilà. Oui. C'est ce que la caméra filme à la seconde près, et pendant qu'elle filme, ce qu'elle filmera, toi, tu le transcris sur ton rapport. Parce que le monteur en a besoin surtout. Exactement. Oui. Le monteur qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas souvent, mais en vérité, un monteur, il fait le gros boulot. Louis. Le monteur, il est. Un film, ça se fait 3 fois. Il y a le film qu'on a écrit, le scénario, il y a ce film-là. Il y a le film qu'on a réalisé, qui a déjà eu pas mal de changements, d'adaptations. Et enfin, il y a le 3e film, celui qui va rester, qui est celui qui est monté. Il y a un monteur, avec le réalisateur généralement, qui vont prendre tous les éléments qu'on a tournés et refabriquer quelque part l'histoire. Et parfois, ça change par rapport à l'écriture de départ, même par rapport à comment ça avait été tourné. On peut prendre une scène, la mettre avant, l'autre la mettre après, parce qu'on trouve que ça marche mieux au niveau du montage. Un bon monteur, c'est quelqu'un qui aurait été un bon tricheur à l'école? C'est quelqu'un qui est super malin. C'est la même chose, quoi. Un petit peu. Ouais, bon. Pour tricher, il faut être malin. On a toujours dit que les plus fainéants sont les plus malins. Pour être de bons monteurs, tricher à l'école. Non? Non, non? Il n'y a pas besoin d'être bon à l'école. Non, pas besoin d'être bon à l'école. C'est faut avoir la tête. Bon, Raymond n'est pas très d'accord avec moi, finalement, avec cette conclusion. Je pense qu'on s'est bien compris. Raymond qui voulait réagir par rapport à... Alors, on a parlé de script, OK, tac, tac, tac. Monteur, Raymond? Ouais, je voulais réagir par rapport au poste au cinéma. Et les meilleurs, c'est rare dans notre contrée de rencontrer de meilleurs techniciens. On n'en a pas beaucoup. Oui. Je le dis parce que, premier assistant, tu es celui qui collabore avec tout le monde. Et moi, j'ai eu la chance de me faire former par des productions venues de l'extérieur, des productions à l'international. Donc, quand je vois les gens travailler à l'international, quand tu vois un maître dans son métier, à son poste, dans son département, tu le sais. Mais chez nous, on en rencontre rarement. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'est pas suffisamment formé, ou on est mal formé, ou on n'est pas formé du tout, mais on y vient parce qu'on a vu les autres faire, donc on procède par mimétisme sans vraiment comprendre les codes. C'est ça, on n'est pas formé et on ne sait pas qu'il faut se faire former parce que le cinéma, ce n'est pas un métier où on vient par hasard. Il y a une ligne, qui est universelle. C'est universel. C'est universel. Donc, en venant au cinéma, il faut savoir que tu viens dans un métier qu'on peut t'amener d'ici à Washington. C'est le même métier. Donc, tu dois savoir collaborer avec n'importe quelle équipe du monde. Pour ma petite expérience, j'ai pu noter aussi que tout est codé, tout est annoté, tout est codifié. Quand on dit action et qu'on a lancé l'affaire, on tourne, tout le monde est content, tout le monde applaudit. Et puis, il y a un monsieur qui est caché dans le fond là-bas
qui est en fait l'ingénieur son ou le technicien son qui dit « Non, c'est pas bon, j'ai entendu un bruit d'oiseau. Dans le scénario, il n'y a pas de bruit d'oiseau, il faut reprendre toute la scène. » Tout le monde est énervé, frustré, mais il est le maître du jeu et on est obligé de reprendre. Pour en venir à ce que disait Raymond, c'est vraiment un métier qui est extrêmement exigeant. Exactement. C'est un métier tellement exigeant que si... En fait, parce qu'on n'amène pas n'importe qui sur un projet. Parce que le cinéma coûte hyper cher. Donc, si tu amènes n'importe qui, tu vas jeter ton argent par la fenêtre. Donc, c'est pour ça que la formation, la connaissance, la maîtrise de son poste, c'est très important. Quelle est l'importance aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou l'impact de l'intelligence artificielle dans vos différents métiers ? Dans ce que vous faites? Ça, c'est une très grande question et on est en plein débat là-dessus. L'intelligence artificielle peut nous servir pour plein de choses, mais elle a ses limites aussi. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles ça peut nous servir, surtout en ce qu'on appelle post-production. Une fois que tu as tourné le film, par exemple, tu veux le transformer en plusieurs langues. Ben, l'IA, maintenant, elle commence à arriver à faire des choses assez extraordinaires. Moi, je peux avoir la voix de Cher qui va me jouer le film Marabout Chéri en chinois, en mandarin. Avec sa propre voix, sans qu'il n'ait... Avec sa propre voix, et mieux, on commence à arriver à avoir les mêmes intonations. Et le lipping parfait. Le lipping quasi parfait. Lipping, ça veut dire que la voix qu'on a ajoutée dans l'autre langue colle à peu près au mouvement de votre bouche. Ça encore, c'est un peu aléatoire. Mais surtout, c'est qu'on aura l'impression que Cheikh vit la scène de la même façon qu'il la vivait naturellement. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que lui, son métier risque... Enfin, la cascade de scénaristes risque de disparaître. Non, parce que l'IA va toujours te faire des choses qui ont déjà été faites avant. Elle va prendre plein d'informations de plein d'endroits, mais elle va te refaire quelque chose qui est déjà cuit. Donc il n'y a pas d'authenticité, en fait. J'aimerais le meilleur truc, mais il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas la surprise. Et là où on fait encore, nous les artistes, les scénaristes, les réalisateurs, c'est qu'on fait la surprise. On te prend à contre-pied. Là où tu t'attendais à ça, là, non, on peut te prendre de l'autre côté. Bon, Raymond, lui, il n'a pas de problème, lui, il est sauvé, il ne sera jamais affecté par ça. Non, en fait, nous aussi, on utilise l'intelligence artificielle parce que l'assistant intervient à deux niveaux de la production. Il y a la pré-production, la prépa, où tu as ton ordinateur, tu as les logiciels qu'il faut pour entrer le scénario et sortir, parce que tu dois disséquer le scénario. Qu'est-ce qu'il faut pour tourner chaque scène? Donc, avec l'IA aujourd'hui, on arrive à faire ça, ce qui fait que pendant que tu es en tournage, parce que quand on est en tournage, les assistants, ils sont très occupés. Ils ne dorment pas presque. Donc, à un moment donné, quand tu as besoin de quelque chose, tu tapes en 2 mots, tu peux te retrouver facilement. Il y a un gain de temps considérable. Exactement. L'IA nous permet de gagner du temps et d'avancer. Le dépouillage, pour que les gens comprennent, le dépouillage, c'est que dans une scène, tu as comment est habillé l'acteur, qu'est-ce qu'il va soulever, est-ce qu'il boit quelque chose, est-ce qu'il mange quelque chose, est-ce qu'il regarde par une fenêtre. Donc, quand on dépouille, ça veut dire que cette scène qu'on doit tourner là, qu'est-ce qu'il faut pour cette scène? Il faut le costume intel, il faut la fenêtre temps, il faut Et ça, l'IA permet de le faire facilement. L'IA peut leur... C'est ce que font d'habitude les premiers assistants, et voir les scripts aussi font des dépouillage. L'IA peut les aider à faire l'IA, justement, l'IA, non. Louis a parlé de costumes. Il y a donc des personnes dont le job est d'aller chercher des tenues prévues dans le scénario et tout. Ceux-là, on les appelle les costumiers. C'est ça. Très bien. Donc, les acteurs qu'on voit habillés, ce n'est pas eux qui payent leurs habits. Non. Monsieur le premier assistant réel. Oui, en réalité, tout ça, c'est dans le budget de la production. Tout ça, c'est dans le budget de la production. Très bien. Et les personnes... Logiquement. Oui. Normalement. Et les costumiers avec tes amis. Ça, c'est des... En temps normal, c'est dans le budget de la production. C'est vrai que c'est un peu regrettable ce qu'on fait à par moment. Parce que j'ai fait des productions où on a eu 6000 figurants et ils ont été habillés. Ah, il fallait habiller 6 000 figurants. Oui, parce que c'est un film d'époque, par exemple. Mais si les gens ont les moyens d'habiller 6 000 personnes chaque jour qui tournent différentes tenues, ça veut dire que franchement, en réalité, on peut. Avant de passer à un cas qui va déclassifier, juste rappeler encore le rôle important du script sur la question des time codes et tout le reste, puisqu'in fine, il y a une fiche de montage avec toutes les indications qui devrait pouvoir servir à tout monteur, qu'il soit chinois, qu'il soit canadien. Exactement. Quand il a ce papier sous les yeux, il doit pouvoir se retrouver et il n'a pas forcément besoin de recourir au script pour dire qu'est-ce que vous avez tourné ici, qu'est-ce que vous avez... Voilà. D'où la notion de la codification et surtout de l'exigence de ce métier. On va déclassifier un peu? Oui. Ça parle cinéma? Ça parle cinéma. Pas les cinémas... Bon, OK, déclassifions. Yes. Avec les affaires classées, Aro de là, hein?
Voilà, et Cheikh parlait tout à l'heure dans le bouquin que normalement il y a des cégones qu'il ne faut pas jouer avec. Moi, je voulais poser la question, est-ce que le cinéma hindou travaille avec les cégones? Parce que quand on regarde les Gajariga, les Saloni, une séquence, on peut taper 2 jours là. Oui. Est-ce qu'eux, ils travaillent avec les cégones là? Quelqu'un qui tombe d'un étage, mais un mois. Tout ça, c'est bien réfléchi. Ils le font à dessein. Ils ont déjà préparé, ils savent ce qu'ils jouent, donc ce n'est pas inventé. Pour faire durer la série, en fait. Effectivement. D'accord. Et voilà, moi, je suis tombé comme ça sur des jeunes gens sur le net, voilà, et j'essaie comme ça de tomber sur des gens en ville, et puis ils créent un plateau de, c'est-à-dire tournage tout de suite, pour voir s'il y a un acteur qui sommeille en toi, pour pouvoir réagir et tout. Et donc, avec la permission de la régie, disons, on va regarder ça rapidement, et puis on va continuer. D'accord. Voilà. Ok, je pense qu'on a notre actrice. Séquence 1, première prise. Aïe. Action. Mélissa, c'est qui lui? Quoi? C'est qui lui? C'est qui lui? Lui c'est qui? C'est mon ami. C'est ton ami? Oui. Parce que pour toi, l'amitié femme-garçon, ça existe? Ça existe bel et bien. Aïe. Tu sais, là, je t'ai venu vraiment te faire une surprise. Je suis un peu choqué, mais je vais la faire quand même. Je sais que si tu es vraiment en train de regarder ailleurs, c'est parce que j'ai merdé. Tout ce temps, je ne me suis jamais rendu compte que le bonheur, il était là, sous mes yeux. J'ai jamais compris que vraiment, tu étais la femme idéale. Et là, je fais référence à la parole du vieux. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on le perd. Mais là, je suis encore vivant et c'est pas terminé. Je veux vraiment te prouver que j'ai changé, que j'ai foutu la merde, que j'ai déconné, que tu méritais mieux. Que tu méritais vraiment d'être là. Je sais pas, une reine. Attends, moi tu me trompes? Il te trompe comment? Mais c'est qui? C'est mon ami. Ton ami comment? Hé! Ton ami comment? C'est quoi ce délit? Mélissa, c'est... Quoi, coupez. Actuellement, vous êtes dans le personnage. Concentrez-vous, hein. Séquence 1, deuxième prise. Action. Oh, je rêve. Vous êtes... Tu es qui toi? La vie de... C'est plutôt bien passé, hein? Vous voyez, c'est tellement intéressant et tout. Ouais. Voilà, c'est important. Moi, j'ai vraiment kiffé. Donc, je dis, mais il faut qu'ils s'approchent un peu des professionnels pour pouvoir sortir des vrais projets. Ouais. Parce que tout ce que l'on vit, la réaction de la fille, mais elle s'est bien défendue quand même. Donc, c'est bien, voilà. Et donc, par derrière, j'ai dit, il faut s'approcher des professionnels, comme je l'ai dit. Il y a des vrais scénaristes ici. Le travail du scénariste, c'est quelqu'un qui crée les personnages, quelqu'un qui crée les mouvements, c'est quelqu'un qui crée les émotions et tout, tu vois. Donc, quand tu habites dans un quartier en tant que scénariste, quand les gens te voient toujours... Moi, il y a une idée, rien te donner. Elle dit, te partager des idées et tout, mais tu es obligé d'accepter. Oh, il ne savait même pas que le scénariste, le gars, il est bloqué. Ça dit depuis 3 jours sur une séquence où il est en train de se chercher comment il va essayer de sortir de là. Mais on te voit comme si quelqu'un vraiment... je ne sais pas, qui ne se sent pas bien et tout. Tu vois. Donc souvent, le gars, il crée des scénarios, tu vois, il propose à un producteur et puis on lui dit non, ça, c'est ton scénario, c'est trop compliqué. Tu vois. Donc il essaie il va réadapter le scénario, il l'envoie encore, on dit non, ton scénario, c'est trop simple. Donc finalement, il ne sait même plus ce qu'il va faire. Souvent, il trouve un producteur, tu vois, le producteur lui dit non, en fait, dans ton scénario, tu as mis un hélico, tu as mis, comme on a des explosifs, et ça là, je pense que l'hélico là, il faut retirer. Et puis, à faire des explosions aussi, il faut retirer. La même scène là, on va tourner ça à Yopougon, Carrefour Tikenja, en bas d'un arbre avec 2 bières rapidement, tu vois, parce que ça. C'est-à-dire, ton propre film d'action que tu as créé, ils sont en train de transformer ça en sujet de philosophie devant toi-même. Mais tu n'as pas les moyens, c'est le producteur qui met son argent. Donc, ce qu'il veut, c'est ce qu'on fait. Mais il faut reconnaître que vraiment, les scénaristes, ce sont les génies. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la classification toujours. À retrouver toutes les semaines à la télévision sur NCI. On va marquer la toute dernière publicitaire. La Tiben sera live quand on sera de retour. Avant ça, on va peut-être insister sur le volet formation. Ce sera ma toute dernière question. Formation. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, j'ai même la conviction que c'est le maître mot de tout ça. À tout de suite.
fermer cette spéciale métier de l'ombre à l'origine de gros succès du cinéma. Succès ou pas, parce que le succès, bien des fois, ne dépend pas forcément de la rigueur professionnelle et technique en amont. Ça dépend aussi parfois du téléspectateur, du cinéphile. Voilà, c'est lui qui décide de tout ça. Il n'empêche, il faut quand même garantir un minimum de sérieux, un minimum de qualité. Et cela dénote évidemment du sérieux qu'on aura mis en amont de tout ceci. Et quand on parle de sérieux en matière de production cinématographique, on pense forcément tout de suite, premièrement, à une fonction, c'est celle du script, celle qu'exerce notamment Joël Gbaye, qui est contiguë à celle donc, du réalisateur. Le réalisateur sans le script, il faut oublier. Oui. Un script qui n'est pas professionnel, qui n'est pas discipliné ou qui est distrait, c'est la catastrophe. Oui. C'est ce qu'on disait pendant la pub. Messieurs, en 30 secondes, on résume cette affaire. Mon dernier mot à moi, j'ai l'impression qu'en matière de cinéma, quand on n'est pas formé, ça ne sert absolument à rien. Me trompe-je? Raymond, 30 secondes. Je peux dire que pour être bon, il faut avoir bu à de la bonne source. Il faut aller à l'école des bons. Donc, il faut se faire former. Et la formation, le cinéma, c'est un métier pratique. C'est vrai qu'il y a la théorie, mais il faut aller à l'école de quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire comme métier dans le cinéma. Va à l'école de la personne, reste, ne calcule pas l'argent, parce qu'aujourd'hui, on calcule beaucoup l'argent, vite fait, on est là et on est chef poste. Non. Va d'abord à l'école de quelqu'un et tu apprends et tu verras. N'importe quel plateau au monde, tu vas t'en sortir. Très bien. C'est ça. Joël? Oui, effectivement, la formation est impérative pour décoder, parce que c'est un métier de code qui peut se pratiquer partout. Et si tu n'es pas formé pour connaître le code, pour le pratiquer, ça sera difficile. Luis Marquez? Oui, et qu'il ne faut pas faire peur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'écoles de cinéma, ce n'est pas toujours accessible pour tout le monde. Mais on peut apprendre en faisant, on peut apprendre en s'approchant de quelqu'un. On peut apprendre à l'ancienne, à l'africaine. Hein. L'initiation, c'était comment? Vous suivez un maître et vous faites ce qu'il fait. Vous posez vos questions, s'il veut vous répondre, il vous répond, s'il ne veut pas, vous ne répondez pas, mais n'empêche qu'en faisant, vous apprenez à faire. Donc on peut aussi apprendre sur le terrain, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire, il faut aller dans des écoles qui coûtent très cher, pas forcément. Il faut avoir la passion, le goût, mais on peut apprendre sur le terrain. Moi, par exemple, je suis autodidacte. Moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, mais j'ai appris d'abord en tant que comédien, après je me suis intéressé, bref, des petits courts-métrages et ainsi de suite, et puis j'ai appris en faisant. Mais du coup, on apprend. Hein, on va sur le net, Dieu merci, maintenant on a accès à plein de choses. Tout à fait. On s'auto-forme, mais aussi, le plus important, c'est de la pratique, comme l'a dit Raymond très justement. Absolument. Il faut être les mains dans le goudron, il faut être vraiment là, sur les plateaux, et apprendre comme assistant au début, sans être payé. OK. À tous les trois, je vous dis merci d'être passés. Merci pour ces éclairages. Merci de nous partager vos métiers et surtout votre passion. Glisse, on se voit lundi. C'est ça, à lundi. Et on se voit la semaine prochaine. Dans un nouveau film. Lequel nouveau? Ah oui, intitulé la télé d'ici. La télé d'ici du lundi. Voilà, avec en starring, en guest star, Glisse. On n'oubliera pas évidemment de remercier ses autres stars aussi. Enfin non, figurant, je sais pas, bon. Ce chaleureux public qui nous aura amené jusqu'au terme de cette émission. On referme tout ceci avec l'orchestre résident La Tiben. On se retrouve, non pas demain, non, demain il y a du basketball sur NCI. On va se retrouver lundi. D'ici là, take care.
Tu m'as appris à aimer mon cœur et à rester précis. Je peux tout donner seulement pour la matéo, mais je t'ai choisi. Tu as mal, je ne peux pas. Comment ça? Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Antolo, je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Moi je peux pas laisser. Dis-moi qui t'a blessé. Je ne peux pas laisser, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Maman, ah, je peux pas laisser, oh. Vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et toi là, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.